L'une des questions les plus importantes et l'un des principaux points dont nous parlions avant de passer en direct est de savoir ce qu'était exactement la formule d'encouragement mentionnée par les responsables russes. De quelle manière les mesures actuelles d'application des sanctions américaines, comme les interceptions de pétroliers, sapent-elles ou contredisent-elles l'interprétation que la Russie fait de cette formule? Et quelle est la différence? Il semble que la perception des deux parties soit en quelque sorte différente. Quelle est votre compréhension de cela? Eh bien, c'est un développement nouveau, très important, et tout le monde devrait le comprendre. Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, a déclaré la guerre à Dmitri Peskov, le porte-parole du président. Laissez-moi expliquer comment cela fonctionne. Vous l'avez présenté comme le débat autour de la soi-disant formule d'encourage. La formule d'encourage est un slogan que la partie russe utilise. Le président Poutine l'a répété à de nombreuses reprises. Et donc son porte-parole l'a également répété à maintes reprises, comme une formule qu'ils affirment avoir été convenue avec le président Trump lors du sommet d'Anchorage en août dernier. Rappelons-nous, car nous avions fait une émission à ce sujet, que Trump s'était brusquement retiré à mi-parcours de ce sommet. Les documents de la réunion au sommet indiquaient que le programme du côté américain prévoyait au moins 4 heures, avec une conférence de presse de 45 minutes, un déjeuner avec la délégation élargie, et ainsi de suite. Mais Trump est parti et a écourté la rencontre. Cela ne faisait pas partie du plan. Selon mes sources russes, ce qui s'est passé, c'est que le président Poutine a fait la leçon à Trump et a estimé que celui-ci avait compris un certain nombre de préoccupations russes, les soi-disant causes profondes du conflit qui a conduit à la guerre sur le champ de bataille précédant l'opération militaire spéciale. Poutine pensait que Trump était d'accord, mais Trump est parti rapidement. Sa capacité d'attention n'est pas très élevée. Il est parti vite. Et depuis lors, la partie russe, en traitant avec l'émissaire de Trump, en particulier Stephen Witkoff, a vu en Trump l'occasion de mettre fin à la guerre en Ukraine et de rouvrir les relations économiques et commerciales, de reprendre les affaires comme avant avec les Américains et, dans une certaine mesure, de se remettre des dommages causés par les sanctions, y compris le gel des 200 à 300 milliards de dollars de réserves de la Banque centrale. La formule a une signification factionnelle dans la politique moscovite, dans la politique du Kremlin. D'un côté, Kirill Dmitriev, le soi-disant représentant économique du président, négocie directement avec Witkoff, directement avec Besant, directement avec d'autres membres de l'administration. Kirill Dmitriev, Elvira Nabiullina, la gouverneure de la Banque centrale, et les milieux d'affaires, appelons-les les oligarques pour faire court, ont tous souhaité un raccourcissement de la guerre et une reprise des relations avec les États-Unis. Ils estiment que l'accord, et Dmitriev s'en félicite dans des tweets d'autopromotion, est conclu. Et en effet, mes sources russes confirment que, dans l'ensemble, les négociations avec Witkoff et Kushner ont conduit à ce qu'il semble accepter que la Russie a remporté la victoire sur le champ de bataille et qu'il existe plusieurs moyens pour les deux parties de s'entendre sur la reprise des relations commerciales, la fin de la guerre des sanctions, et ainsi de suite. C'est ce qu'ils pensent avoir convenu avec Witkoff. Nous pouvons entrer davantage dans les détails sur ce qu'ils prévoient de faire. Il s'agit essentiellement de privatiser plus de 200 milliards de réserves de la Banque centrale. Les privatiser dans un fonds américano-russe que Kushner, Witkoff et Dmitriev superviseraient. La privatisation de biens publics est une manière plutôt inhabituelle de résoudre une guerre, mais c'est ce qu'ils pensent avoir accompli.
En même temps, ce n'est pas l'avis de l'état-major, ni celui de Sergei Lavrov, ni celui des services de renseignement, et il semble que ce ne soit pas non plus le consensus du Conseil de sécurité qui conseille le président. Ils pensent que les États-Unis veulent se retirer d'une guerre perdue sur le champ de bataille en Ukraine et effectuer un repli tactique afin que cela ne ressemble pas à une retraite ou à une déroute. En se retirant, ils souhaitent renforcer autant que possible les forces armées ukrainiennes, celles qui continueront à harceler, attaquer et terroriser maintenant la guerre contre la Russie. Préserver ces forces pendant le retrait américain constitue donc un objectif majeur. Un autre objectif est de maintenir la préparation européenne à poursuivre la guerre contre la Russie sur d'autres fronts, la Pologne, la Finlande, jusqu'à l'Arctique, la route du Nord et ainsi de suite. C'est un autre objectif stratégique des États-Unis tel que le perçoit la partie russe, à l'exception des représentants du monde des affaires. Ce qui s'est passé, c'est que depuis plusieurs semaines et mois, le ministère des Affaires étrangères affirme qu'il y a eu une telle intensification des sanctions contre la Russie, contre la capacité de la Russie à commercer son pétrole, entre autres, que la soi-disant formule d'Anchorage, l'accord visant à réduire les tensions et à mettre fin à la guerre, n'existe plus. Lorsqu'un vice-ministre des Affaires étrangères l'a déclaré plus tôt, il a été corrigé par le Kremlin. Cette fois, le ministre des Affaires étrangères Lavrov l'a dit de la manière la plus directe possible. Je vais le lire rapidement. Et ensuite, il a été critiqué. Sa position a pour ainsi dire été rejetée par Peskov. Je vais lire cela aussi. En gros, ce que Lavrov a déclaré le 19 février lors d'une interview à Moscou, c'est que la rencontre Trump-Poutine à Anchorage montrait selon lui que le problème ukrainien devait être résolu. À Anchorage, nous avons accepté la proposition américaine. Citation. Je cite. « Si nous considérons cela comme des gentlemen, cela signifie qu'ils l'ont proposé et que nous avons accepté. Donc le problème doit être résolu. » Jusqu'à présent. Et c'est là que Lavrov déclare la guerre. La réalité est tout autre. De nouvelles sanctions sont imposées. Une guerre contre les pétroliers en haute mer est menée en violation de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Ils essayent d'interdire à l'Inde et à nos autres partenaires d'acheter de l'énergie russe bon marché et abordable. Cela signifie que les Américains se sont donnés pour tâche d'atteindre une domination économique. De plus, bien qu'ils aient apparemment formulé une proposition concernant l'Ukraine et que nous étions prêts à l'accepter, ils ne le font plus maintenant. Nous ne voyons pas non plus d'avenir prometteur dans le domaine économique. Les Américains veulent prendre le contrôle de toutes les routes qui approvisionnent les principales puissances mondiales. Sur tous les continents, en ressources énergétiques. Et cela continue. Or, il a dit cela le 9 février. Et TASS rapporte, je regarde mes papiers, je les feuillette pour pouvoir donner à notre public des citations exactes, que Peskov dit 2 tâches. Et il les énumère, souvenez-vous, il ne dit pas cela soudainement. Il répond à ce que dit Lavrov. Peskov, s'exprimant au nom du président, déclare que l'esprit d'Anchorage reflète un ensemble de compréhension mutuelle entre la Russie et les États-Unis susceptible de déboucher sur une percée, notamment dans le règlement entre Moscou et Kiev. Tout un éventail d'accords a été conclu à Anchorage, accords qui avaient déjà été discutés avant même Anchorage, lors de la visite de M. Witkoff ici. C'est après cette visite qu'est apparue la nécessité d'un sommet. Les compréhensions atteintes à Anchorage sont fondamentales, et ce sont elles qui peuvent faire progresser le processus de règlement et permettre une percée. Il a ensuite refusé d'entrer dans les détails, répondant à votre question. C'est quoi, au juste, la formule d'Anchorage?
Voilà ce qu'on appelle des luttes de factions. C'est clair comme de l'eau de roche. Revenons à ce que me disent les sources russes sur le comportement de Witkoff et de Kushner dans la salle de négociation, comme cela s'est produit récemment à Abu Dhabi. Elles rapportent que Witkoff agit de la même manière à Moscou. Elles considèrent Witkoff comme extrêmement grossier, très arrogant. Elles voient Kushner comme quelqu'un qui ne dit presque jamais rien. Kushner se comporte comme si Witkoff était une figure paternelle. Il est là pour symboliser la présence de Trump, mais il ne négocie pas, ne parle pas. C'est étrange pour ceux qui sont assis dans la salle à les observer tous les deux. Mais Witkoff est en réalité obsédé par l'idée de projeter la force militaire, de projeter une puissance américaine décisive. Il est convaincu en permanence que lui et son armée peuvent imposer un règlement, comme ils pensent l'avoir fait à Gaza, comme ils estiment pouvoir le faire en Iran, comme ils croient l'avoir fait au Venezuela, pouvoir le faire à Cuba, et ainsi de suite. Mais en Ukraine, comme nous l'avons vu cette fois à Abu Dhabi, il fallait la présence de hauts gradés militaires. Le général Alexis Grinkevich, commandant du commandement européen, se trouvait du côté droit de la table avec la délégation américaine, si l'on y regarde de près. Et tout à l'extrême gauche se trouvait le général Adamski, je crois, le chef du J2, le renseignement militaire du commandement européen. En d'autres termes, des officiers militaires parlaient à l'amiral Kostyukov, au général Formy et au général Zorin du côté russe, ainsi qu'à des responsables militaires ukrainiens, dont le chef d'état-major Gnatov. Ce qui s'est passé ici, c'est que la confiance de Dmitriev dans la possibilité de soudoyer Witkoff, de soudoyer la famille Trump, que ces énormes accords de plusieurs milliards de dollars, y compris ceux impliquant les réserves russes, puissent générer des retours pour la famille Trump, pour la famille Witkoff, et ainsi de suite. Que ces appâts, en réalité, produisent une coordination économique entre les deux parties. Ils ne veulent aucune forme de résistance, surtout pas en mer. Ils sont absolument déterminés à empêcher tout conflit ou affrontement entre les forces russes et américaines. Maintenant, comme vous le soulignez, comme Lavrov l'a souligné, aussi clairement que le jour, les Américains négocient un retrait tactique du champ de bataille ukrainien parce qu'ils sont en train de perdre et ils veulent préserver leurs forces d'une capitulation et d'une destruction totale. En même temps, les Américains intensifient leurs actions en mer. Ils attaquent toutes les grandes routes maritimes. Ils ont saisi un navire battant pavillon russe, le Marinara, qui a été réimmatriculé alors qu'il naviguait au large des côtes de l'Écosse, près de l'Islande. Ils se développent également dans la mer Baltique, via l'Estonie, la Pologne et l'Allemagne. Ils se sont étendus dans l'Atlantique central, au large des côtes françaises. Ils se sont étendus de manière agressive dans les détroits danois, à travers le Danemark. Et nous les avons vus, et nous avons parlé de tous ces incidents, mener des attaques au large de la Crète, en Méditerranée. Des navires russes ont été coulés, et il y a eu ce qu'on appelle du sabotage au large de l'Algérie à la fin de 2024. Et je ne parle même pas de la guerre maritime en mer Noire. Ainsi, ce que nous observons, y compris les attaques et les saisies de navires les plus récentes, correspond à ce que Lavrov a qualifié de piraterie. Or, la piraterie se produit lorsque les navires ne battent pas pavillon russe. Mais de plus en plus, la flotte russe de pétroliers, forte de 1300 à 1500 navires, bien que tous ne travaillent pas pour la Russie, est prise pour cible. Seulement environ 15% d'entre eux battent pavillon russe. Mais la vitesse à laquelle ce pavillon a été adopté s'accélère désormais. La question devient alors, et c'est une question délicate, une question controversée à Moscou en ce moment, que peut faire la marine russe,
Que peut faire l'armée de l'air russe? À quoi le commandant en chef acceptera-t-il de recourir pour défendre cette flotte contre une attaque américaine? Et il est tout à fait compréhensible que Lavrov dise que ce niveau d'attaque contre nos navires, contre notre commerce, qu'il soit sous pavillon russe ou non, reste du commerce russe et constitue une escalade qui n'a rien à voir avec ou qui viole l'accord qui avait été conclu à Anchorage. Ils sont donc en train de se disputer. En décembre, l'amiral Alexandre Moseïev, commandant de la marine russe, a rédigé et publié un article dans une revue militaire intitulée « Pensée militaire », soutenant que la Russie devait assurer une protection navale à son commerce afin de maintenir les routes ouvertes. C'est plus facile à dire pour la route arctique, car il y a un littoral russe et des bases russes. Il est en revanche bien plus difficile de projeter la puissance navale russe loin des côtes russes, là où les États-Unis disposent de bases. Et nous venons justement d'assister à une importante interception et saisie d'un navire non battant pavillon russe dans l'océan Indien, que les Américains gardent pour l'instant secrète. Il semble que cela se soit produit dans l'ouest de l'océan Indien. Et il faut beaucoup d'efforts à la marine américaine et à ses bases terrestres, Singapour, Diego Garcia et ailleurs, pour mener ces opérations. Cependant, il est clair qu'il s'agit d'une guerre contre la Russie en mer. Il est clair qu'elle a une cible économique. Et il est clair que Dmitriev et cette faction à Moscou n'ont rien à apporter à la défense. Ils ne veulent pas que leur doctrine du « business as usual », pour ainsi dire, soit remise en cause en cas d'affrontement impliquant un soutien naval russe à des navires battant pavillon russe. Il y a des années, j'ai écrit un livre sur le complot du SOFCOM. Le livre s'intitule « SOFCOM Plot », publié en 2023. Il était alors très difficile d'impliquer le président Poutine dans les décisions nécessaires à la gestion de l'une des plus grandes flottes du monde, comme l'était la flotte du SOFCOM à l'époque. Aujourd'hui, elle est sous sanction. Il est très difficile de gérer cette flotte sans controverse, sans lutte de faction ni corruption. C'était déjà très difficile à l'époque, même sans guerre. Aujourd'hui, nous sommes en guerre, et la flotte du SOFCOM FLOT constitue une part essentielle de la défense du commerce russe. Il est également très difficile, selon les critères de Moscou, d'amener le président Poutine à décider non seulement du mode de fonctionnement du SOFCOM FLOT. Cela a été à moitié décidé par Poutine, pour ainsi dire, en maintenant la flotte dans l'ignorance. Mais cela ne fonctionne pas. On ne peut pas demander à la marine russe de défendre des navires non battant pavillon russe. La marine russe doit défendre ceux qui portent le pavillon russe. Nous l'avons déjà dit, nous en avons parlé dans une émission précédente. Mais rebaptiser la flotte sous pavillon russe, puis déployer la marine, pose un grave problème militaire et pour la faction Dmitriev, un sérieux défi à leur pouvoir. Ainsi, Sergueï Lavrov a lancé le gant. Nous devons nous défendre, et cela signifie la marine, l'armée de l'air et bien plus encore. Alliance côtière, une alliance côtière avec l'Inde pour l'océan Indien, une alliance côtière avec la Chine pour le Pacifique, et ainsi de suite. Il y a ici d'énormes problèmes stratégiques à résoudre, des problèmes militaires et techniques, et Dmitriev y est opposé. Il pense que Vitkov et lui ont conclu un accord. Vitkov, en revanche, apprécie cette projection de puissance et la soutient. Nous ne sommes donc pas aussi proches d'un traité de paix, d'une fin de la guerre, que certains voudraient le dire, même si l'armée ukrainienne devait capituler sur le champ de bataille. John, je me demandais, tout ce que tu as mentionné est sérieux et important à prendre en compte, je pense, non seulement pour la Russie, mais pour tous les pays. Je parle de l'Iran, du Moyen-Orient et peut-être aussi de la Chine.
Comment ces saisies de pétroliers américains et ces interceptions maritimes aggravent-elles le conflit avec la Russie ou avec d'autres pays également? Et comment redéfinissent-elles la perception mondiale de la puissance navale des États-Unis? Penses-tu que ces pays vont s'unir ou essayer de trouver une sorte de solution à ce qui se passe? Parce qu'après tout, il me semble que les États-Unis veulent tout dominer. Mais comment cela va-t-il être perçu par les autres pays? Eh bien, chaque pays va devoir veiller à ses propres intérêts, n'est-ce pas? Et nous venons tout juste d'assister à une division très significative, un désaccord, mis en évidence par Yuri Ushakov après la conférence téléphonique ou visioconférence qui s'est tenue entre le président Poutine et le président chinois Xi Jinping la semaine dernière. Dans le compte-rendu d'Ushakov, on voit apparaître un désaccord, les mots utilisés, et il est rare de voir Ushakov publier un compte-rendu d'un appel avec le président Xi. Je feuillette mes papiers pour retrouver les termes exacts, car ils reprennent la formulation russe. C'est une révélation, disons, similaire à ce que Lavrov avait dévoilé en décembre dernier, lorsque Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, s'était rendu à Moscou pour rencontrer le secrétaire du Conseil de sécurité, Sergei Shoigu, et le ministre des Affaires étrangères, Lavrov. Ce qui a été dit indique qu'il existe des points de divergence importants, que les positions des deux parties se recoupaient, étaient étroitement coordonnées, mais n'étaient pas tout à fait en accord. Les points de désaccord n'ont pas été identifiés. Et la partie russe a choisi, s'il vous plaît, si quelqu'un veut contester cela, je produirai les documents. Mais comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je passerai simplement sur les mots exacts. Il y a eu une révélation de la part de la Russie, indiquant qu'il existe un point de désaccord qu'elle juge important de mettre en avant. Lavrov l'a fait en décembre. Ushakov vient de le faire la semaine dernière. Donc, pour revenir à votre question, nous ne savons pas quel est ce point de désaccord. Et les comptes rendus chinois sont tellement vides d'informations qu'ils ne reconnaissent même pas ce que la partie russe a admis. Y a-t-il, par exemple, une inquiétude entre les deux parties concernant la préservation du commerce pétrolier, le commerce maritime qui transporte les marchandises russes, pas seulement les produits énergétiques, vers la Chine, dans l'éventualité où les États-Unis tenteraient d'intercepter et d'arrêter ce commerce? Pour l'instant, et nous l'avions déjà dit il y a longtemps, lorsque Trump a en fait exempté la Chine de la sanction Blue Coil de Rosneft, introduite l'année précédente, il l'a appliquée à l'Inde, mais levée pour la Chine. D'accord, mais si cela avait changé, il serait normal, du côté russe comme du côté chinois, au niveau du Conseil de sécurité, de la marine, des hauts responsables, puis porté jusqu'au sommet, de discuter de la manière de coordonner les actions côtières afin de faciliter la défense contre ces interceptions en mer menées par les États-Unis. Nous savons par exemple que le Marinera nécessitait une base américaine s'exerçant à l'interception sur la côte écossaise avec les Britanniques. Nous ne savons pas exactement quelle base américaine a été utilisée pour intercepter l'Aquila II, qui fut la plus récente interception. Ce que nous devons comprendre maintenant, c'est que pour la stratégie du de l'amiral Moïseïev en matière de protection de la marine russe en convoi, de survol aérien, d'escorte navale, il faut des bases côtières, d'accord? Des bases côtières dans l'océan Indien signifient l'Inde. Shore bases in the Indian Ocean means India. Shore bases in the Pacific means China. Les bases côtières dans le Pacifique, cela signifie la Chine. Nos bases côtières dans l'Arctique, c'est la Russie, c'est moins problématique. Nos bases côtières dans la Baltique, moins problématique. Les bases côtières dans la mer Noire, moins problématiques. Mais il est clair qu'il existe désormais un besoin de coordination entre la Russie et l'Inde et entre la Russie et la Chine.
Est-ce l'un des points de désaccord avec la Chine? Nous ne le savons pas, mais j'en parle publiquement parce que la partie russe l'a fait, sauf qu'il ne semble pas que cela ait été rendu public. Maintenant, la partie indienne, lors des sommets Poutine-Modi à Delhi en décembre, et nous en avions parlé à ce moment-là, a accepté diverses formes de déploiement coordonné afin que les forces militaires indiennes puissent utiliser les ports russes et inversement. Russian ports and vice versa. US have similar relationships. Les États-Unis entretiennent des relations similaires avec le Pakistan pour l'océan Indien. Ils utilisent Diego Garcia au milieu de l'océan Indien et disposent de bases jusqu'à l'est à Singapour. Nous savons donc que Trump fait appliquer la soi-disant promesse du Premier ministre Modi selon laquelle l'Inde réduira ses importations de pétrole en provenance de Russie, et les Indiens réduisent effectivement ces importations et continueront à le faire au fil du temps. D'un autre côté, il y a eu des interceptions de navires, prétendument liés à des mouvements de pétrole iraniens au large de Mumbai, sur la côte indienne, ces derniers jours et ces dernières heures. Donc, ce que nous devons supposer, c'est que les trois alliés, l'Inde, la Chine et la Russie, en soutien à leurs partenaires, notamment l'Iran, et pour défendre le commerce pétrolier vital pour les trois, doivent être en train de négocier une coopération navale afin de protéger ces convois, ces routes commerciales, ces détroits, Gibraltar, Malacca, les détroits danois, les Dardanelles, et ainsi de suite. Ils doivent coopérer. Mais sont-ils en désaccord? Chacun essaie-t-il de conclure son propre accord avec les États-Unis? Nous ne le savons pas encore. C'est pour cela que nous en discutons. C'est pour cela que ce n'est pas une si bonne nouvelle en termes de podcast. Et c'est aussi pour cela qu'il y a un débat à Moscou, n'est-ce pas?